Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et à toutes, petit message avant votre épisode. Je vous prie de m'excuser par avance, de temps en temps on entend des enfants qui jouent derrière, donc je vous prie de m'excuser pour la gêne occasionnée. Et petite info aussi avant, les images que je vous ai insérées dans le podcast ne sont pas en corrélation directe avec ce que je vais vous dire, avec les réponses ou avec les questions que je vais dire. Donc n'y prêtez pas trop attention, le but de ce podcast c'est vraiment de travailler sur les questions qu'on va se poser. Et voilà, vous prenez votre temps, vous ne prenez pas attention aux images, vous mettez sur pause une fois que vous avez noté toutes les questions. De toute façon, elles sont dans la description, comme je vous l'ai déjà dit dans la bande vidéo. Et bon courage à vous en tout cas, et bon podcast. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. Alors, nous allons clôturer donc cette session sur les batteries du futur, et puis donc les visions et les innovations pour 2124. On a un petit peu parcouru quand même pas mal d'informations qui sont très utiles pour la compréhension de ces articles que je vous ai proposés. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et maintenant, donc, nous allons commencer donc, par des questions que je vais vous poser. Je vais vous poser donc 5, on va dire qu'il y a 10 questions en tout, mais il y a 5 points importants sur lesquels je voulais revenir. Et donc j'ai préparé un autre article en gros pour pouvoir vous répondre. Donc une fois que je vous ai posé toutes les questions, vous mettez sur pause, vous prenez un papier, un stylo. Je vous ai mis d'ailleurs toutes les questions dans la description, donc vous pouvez mettre sur pause et commencer à regarder un petit peu sur ce à quoi vous pouvez répondre. Et une fois que vous êtes prêt, vous relancez la vidéo donc à l'endroit exact où je vais commencer à vous expliquer un petit peu les détails des réponses, pour voir un petit peu si vous avez bien compris les choses et pour voir si vous êtes loin un peu du compte ou si vous êtes vraiment calé dans le sujet, quoi. Et donc, commençons sans plus tarder. Donc la première question en fait porte sur la première question du premier point porte sur la viabilité à long terme des technologies émergentes. Et la question que je vous pose, c'est quels sont les défis principaux pour l'adoption à grande échelle des batteries à état solide ou des biobatteries? Donc ça, c'est la première question de ce point-ci. La deuxième question, c'est comment les avancées en nanotechnologie peuvent-elles être rendues économiquement accessibles? Ensuite, le point numéro 2, c'est concernant les implications éthiques et environnementales. La première question, c'est quelles mesures peuvent être prises pour assurer un approvisionnement éthique des matériaux nécessaires aux nouvelles batteries? Puis, la deuxième question concernant ce point-ci, c'est comment la conception des batteries peut-elle être améliorée pour faciliter le recyclage et réduire l'impact environnemental? Point numéro 3, l'impact sociétal de l'accessibilité accrue à l'énergie. Donc, une des premières questions est de quelle manière les avancées dans la technologie des batteries pourraient-elles transformer les économies en développement? Et la deuxième question, c'est quel rôle les politiques publiques doivent-elles jouer pour promouvoir l'équité dans l'accès à l'énergie? Quatrième point, la perspective de recherche et d'innovation. Quelles sont les prochaines grandes étapes pour la recherche en technologie des batteries? Puis la deuxième question est comment les institutions académiques et les industries peuvent-elles collaborer pour catalyser l'innovation? Cinquième point, et le dernier, scénario futur et applications innovantes. Donc, quelles sont les applications futuristes des technologies de batterie qui vous excitent le plus? Qui vous excitent le plus. Il n'y a pas d'autre mot. Deuxième question, comment envisagez-vous l'intégration de ces technologies dans votre secteur d'activité ou votre vie quotidienne? Voilà. Donc là, maintenant, vous voyez, je vous ai posé les 10 questions. Donc, prenez le temps, mettez sur pause la vidéo, et une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, mais vraiment prenez votre temps pour le faire, eh bien, je continuerai, je ferai la suite de la vidéo pour vous répondre juste après. Allez, c'est parti, à de suite. Donc, bien évidemment, les réponses que je vais vous apporter sont très conséquentes, parce que j'ai préparé l'article en avance.
Ce n'est pas ce que je vous ai demandé, hein, bien évidemment, de me rédiger un pavé de 30 pages, hein. Mais en fonction de vos réponses et en fonction de ce que je vais vous apporter comme élément de réponse, eh bien peut-être que vous pourrez faire le rapprochement dessus et voir si vous êtes vraiment dans le bon ou si vous n'êtes pas du tout dans le bon. Voilà. Bien, donc commençons déjà avec le premier point, donc sur la viabilité à long terme des technologies émergentes. La première question, c'était quels sont les défis principaux pour l'adoption à grande échelle des batteries à état solide ou des biobatteries. Donc, moi, je vais vous apporter un certain nombre d'informations qui vont résumer en fait tout ce qui a été dit durant les épisodes précédents et essayer de voir un petit peu si ça correspond un peu à ce que vous avez répondu. Donc, comme on l'a déjà dit, l'adoption à grande échelle des batteries à état solide et des biobatteries, elle présente plusieurs défis majeurs, notamment en termes de coût, de performance, de durabilité et d'intégration dans les systèmes existants. Parlons d'abord de la batterie à l'état solide. Donc, ça fait partie de la réponse, hein. Le coût de production, déjà, c'est les matériaux qui sont nécessaires pour la batterie à état solide, comme les électrolytes solides, peuvent être coûteux et difficiles à produire en grande quantité. De plus, les processus de fabrication doivent encore être optimisés pour réduire les coûts. Ensuite, vous avez un deuxième point sur les batteries à état solide, un problème de densité énergétique et de rapidité de charge. Parce que bien que les batteries à état solide offrent potentiellement une densité énergétique supérieure et une recharge plus rapide que les batteries lithium-ion, eh bien, les défis techniques liés à l'interface entre l'électrolyte solide et les électrodes doivent être résolus pour atteindre ces avantages. Le troisième point, le dernier pour les batteries à état solide, c'est la durabilité et l'échelle de production. Les batteries à état solide doivent prouver en fait qu'elles peuvent être produites de manière fiable, à grande échelle, sans dégradation de performance, et ce qui reste un défi technique significatif. Ensuite, on a la deuxième partie de la réponse, c'est la biobatterie. Et donc il y a 3 points dessus, l'efficacité énergétique déjà. Donc on a les biobatteries qui sont généralement d'une densité énergétique plus faible comparée aux technologies de batterie traditionnelles. Et améliorer l'efficacité de conversion énergétique des substrats biologiques en électricité est donc crucial, hein. Ensuite, le deuxième point sur ces biobatteries, c'est la stabilité et durée de vie. Je vous prie de m'excuser pour les enfants qui jouent derrière, c'est insupportable, mais je ne peux pas faire autrement. Les composants biologiques comme les enzymes et les bactéries, elles peuvent se dégrader rapidement, et ce qui limite en fait la durée de vie des biobatteries. Et les chercheurs donc ils doivent trouver des moyens de stabiliser ces composants pour un usage prolongé. Troisième point sur ces biobatteries, c'est l'intégration en fait dans les systèmes énergétiques existants. Comme les biobatteries en fait elles utilisent des mécanismes de stockage et de conversion de l'énergie radicalement différents, et bien leur intégration dans les infrastructures et puis les systèmes énergétiques qui sont déjà existants présente des défis. Alors moi, je vais vous apporter quelques solutions et perspectives pour cette réponse, cette première question. Pour surmonter ces défis, en fait, il y a des investissements substantiels en recherche et développement qui sont nécessaires. Et cela inclut donc l'amélioration des matériaux et des techniques de fabrication pour les batteries à l'état solide, ainsi que le développement de méthodes plus robustes et durables pour la gestion des composants biologiques des biobatteries. Et de plus, des politiques de soutien, des subventions pour la recherche et des incitations pour les technologies vertes qui peuvent aider à accélérer le développement et l'adoption de ces technologies innovantes. Voilà, je vous avais prévenu, j'ai poussé un peu le sujet loin, mais au moins vous avez tout un tas d'informations concernant cette question. Deuxième question, comment les avancées en nanotechnologie peuvent-elles être rendues économiquement accessibles ? Alors, pour rendre les avancées en nanotechnologie économiquement accessibles, c'est un enjeu majeur pour permettre à ces technologies de bénéficier à une plus large partie de la société. Et donc, il y a quelques stratégies et considérations clés pour y parvenir. D'abord, l'échelle de production. Donc, l'augmentation de l'échelle de production, elle est cruciale pour réduire les coûts unitaires des produits nanotechnologiques. Donc, en passant de la production en laboratoire à la production industrielle à grande échelle, on peut souvent réaliser des économies d'échelle significatives. Et des investissements dans les infrastructures de fabrication et l'amélioration des procédés de production qui peuvent également contribuer à réduire les coûts. Deuxième stratégie, c'est la standardisation des procédés, puisque la standardisation des techniques de fabrication des nanomatériaux et de nanodispositifs peuvent réduire les coûts de production en diminuant la variabilité et en facilitant la compatibilité entre différentes technologies et plateformes. Donc en établissant en fait des normes industrielles, il est possible d'accélérer l'adoption et de réduire les obstacles techniques et économiques. Troisième stratégie, c'est le partenariat et la collaboration. Pour collaborer avec des universités, des centres de recherche et d'autres entreprises peut permettre en fait de partager les coûts de recherche et de développement.
Et donc ces partenariats, ils peuvent également accélérer l'innovation en combinant différentes expertises et ressources qui mènent à des solutions plus rentables et technologiquement avancées. Quatrième point, les subventions et soutien gouvernemental, enfin quatrième stratégie. Donc le soutien des gouvernements par des subventions, bien sûr, et des crédits d'impôt pour la recherche et le développement, et des financements spécifiques pour aider en fait à compenser les coûts élevés des premières phases de développement de la nanotechnologie. Et ces aides elles peuvent également encourager les investissements privés en réduisant le risque financier associé aux nouvelles technologies. Donc cinquième stratégie maintenant, le développement en fait, de marchés verticaux. Donc développer des applications spécifiques où les bénéfices des nanotechnologies sont clairement supérieurs aux technologies existantes, eh bien ça peut créer des marchés de niche rentables. Et donc en établissant des cas d'utilisation solides et en démontrant une valeur ajoutée claire, eh ben, les entreprises elles peuvent justifier des investissements initiaux plus élevés et récupérer ces coûts en fait à travers des prix de marché premium. Sixième stratégie et dernière stratégie, c'est l'éducation et la sensibilisation bien sûr. Puisque éduquer le marché et les consommateurs sur les avantages des nanotechnologies, ça peut augmenter la demande et par conséquent encourager la production de masse menant à une réduction des coûts. Donc une compréhension plus large des avantages des nanotechnologies peut également stimuler l'adoption dans divers secteurs. Donc en combinant ces stratégies, les avancées en fait en nanotechnologie elles peuvent devenir plus accessibles économiquement et ça permet une plus large adoption et intégration dans des applications commerciales et industrielles. Maintenant, parlons de la deuxième question, donc le deuxième point, des implications éthiques et environnementales. La première question portait sur quelles mesures peuvent être prises pour assurer un approvisionnement éthique des matériaux nécessaires aux nouvelles batteries. Donc assurer un approvisionnement éthique des matériaux nécessaires aux nouvelles batteries est crucial pour promouvoir la durabilité et l'équité dans l'industrie des technologies énergétiques. Et il y a plusieurs mesures qui peuvent être prises pour atteindre cet objectif. Je vais vous en donner, j'en ai fait à peu près 7, donc il y a 7 points, on va les parcourir ensemble. Tout d'abord, le premier point, c'est la certification et la traçabilité des matériaux. Pour implémenter en fait des systèmes de certification et de traçabilité pour les matériaux utilisés dans la fabrication de batteries, ça peut garantir que les matières premières en fait elles proviennent de sources responsables. Et ces systèmes ils permettent en fait de vérifier que les matériaux ne sont pas extraits dans des conditions de travail abusives ou dans des zones de conflit. Ça c'est important. Deuxième point, c'est le partenariat avec des fournisseurs responsables. Parce que établir des relations de long terme avec des fournisseurs qui adhèrent à des pratiques éthiques qui sont reconnues, peut aider à assurer un approvisionnement responsable. Et cela inclut le choix de fournisseurs qui respectent des normes environnementales et sociales très strictes dans leur processus de production et d'extraction. Troisième point, c'est l'audit et les évaluations régulières. Parce que mettre en place des audits réguliers et des chaînes, par rapport aux chaînes d'approvisionnement, ça peut forcément aider à identifier et à corriger les pratiques qui ne sont pas éthiques. Et ces audits, ils devraient être effectués par des tierces qui sont vraiment indépendants, pas qui sont pas liés au gouvernement, dont fait partie la technologie, pour garantir leur impartialité et leur exactitude. Je vous prie vraiment de m'excuser pour les enfants qui jouent derrière, c'est incroyable. Le quatrième point, c'est la promotion des matériaux recyclés. Donc encourager l'utilisation de matériaux recyclés dans la production de nouvelles batteries, elle peut réduire donc la dépendance aux matériaux extraits, qui sont souvent en fait associés à des problèmes éthiques et environnementaux. Donc le recyclage, il peut également contribuer à la création en fait d'une économie qui est circulaire, d'une économie circulaire dans l'industrie des batteries. Cinquième point, c'est l'adoption en fait de normes internationales. Donc adhérer déjà à des normes internationales telles que les directives de l'OCDE sur le devoir de diligence pour les chaînes d'approvisionnement qui sont responsables des minéraux. Et du coup, ça peut aider les entreprises à mettre en œuvre des pratiques d'approvisionnement éthiques et responsables. Sixième point et avant-dernier point, c'est l'engagement communautaire, bien sûr, puisque s'engager avec des communautés locales dans les zones d'extraction, ça peut améliorer forcément les relations et assurer que les opérations bénéficient à la population locale. Ça me paraît normal. Et cela inclut l'investissement dans les infrastructures locales, l'éducation, la santé, et ainsi que le respect des droits de la terre et des pratiques traditionnelles. Dernier point, donc le septième point, c'est les innovations dans les matériaux alternatifs. Donc investir dans la recherche et le développement de matériaux alternatifs qui sont moins problématiques du point de vue éthique ou environnemental, ça réduit forcément la dépendance aux matériaux controversés et cela inclut le développement de nouvelles technologies qui utilisent des matériaux abondants
non toxiques et facilement disponibles. Donc vous voyez déjà qu'en prenant ces mesures au pied de la lettre, les entreprises et les industries elles peuvent contribuer à un approvisionnement plus éthique des matériaux nécessaires aux nouvelles technologies de batterie. Et ça favorise forcément des pratiques plus durables et responsables. Allez, continuons avec la deuxième question. Comment la conception des batteries peut-elle être améliorée pour faciliter le recyclage et réduire l'impact environnemental? Alors, améliorer la conception des batteries pour faciliter le recyclage et réduire leur impact environnemental, bien évidemment, c'est essentiel pour une gestion durable des ressources et une réduction de la pollution. Et il y a quelques stratégies de conception qui peuvent être mises en œuvre, et je vous en ai mis à peu près 7 du côté. D'abord, on a la conception modulaire. Donc, on adopte déjà une conception modulaire qui permet de faciliter le démontage des batteries en fin de vie. Et cela aide donc à séparer facilement les composants recyclables et non recyclables. Et ça permet la réparation ou le remplacement des pièces spécifiques plutôt que du système entier. Ça me paraît plus logique, prolongeant ainsi la durée de vie des batteries. La deuxième stratégie, c'est la standardisation des composants. Donc le fait de standardiser tous ces composants de batterie à travers différents produits et fabricants, ça peut simplifier forcément les processus de recyclage. Et cela permettrait aux recycleurs de traiter de grandes quantités de matériaux similaires en même temps. Et du coup, ça améliore l'efficacité et réduit les coûts. Troisième stratégie, c'est l'utilisation de matériaux recyclés. Quand on intègre des matériaux recyclés dans la fabrication de nouvelles batteries, ça réduit forcément la dépendance en matériaux vierges et ça diminue l'impact environnemental de l'extraction des matières premières. Et cela encourage également le développement d'une économie circulaire dans l'industrie des batteries. Quatrième stratégie, c'est la réduction des substances dangereuses. Quand on minimise l'utilisation des substances toxiques ou dangereuses dans les batteries, forcément c'est crucial, puisque ça opte en fait pour des matériaux moins nocifs, non seulement qui facilitent le recyclage, mais réduit aussi également le risque environnemental et sanitaire lors de la manipulation et du traitement des déchets. Cinquième stratégie, c'est l'amélioration de la durabilité. Quand on conçoit des batteries pour qu'elles soient plus durables, avec des cycles de vie plus longs, ça réduit forcément la fréquence de remplacement et par conséquent la quantité de déchets générés. Et cela peut être accompli par l'amélioration de la gestion thermique, la protection contre les surcharges et d'autres optimisations techniques. Sixième stratégie, forcément, c'est les labels écologiques et certifications. On encourage l'utilisation des labels écologiques et de certifications, ça pourrait guider du coup les consommateurs et les entreprises vers des choix plus durables. Et ces labels, en fait, ils peuvent certifier que les batteries sont conçues avec des considérations de recyclabilité et de moindre impact environnemental. Septième stratégie, c'est la recherche et le développement. Investir forcément dans la recherche et le développement pour trouver des nouvelles méthodes de fabrication de batteries, ça réduirait forcément les impacts environnementaux et améliorerait la recyclabilité. Et cela inclut le développement de nouvelles chimies de batteries qui pourraient offrir des performances comparables avec des matériaux moins problématiques. Vous voyez, pour ces deux questions-là, quand on applique ces principes de conception et de stratégie, l'industrie des batteries elle peut significativement avancer vers des solutions plus durables qui réduiraient ainsi son empreinte écologique tout en facilitant le recyclage des composants en fin de vie. Troisième point sur lequel nous avons posé des questions, c'est l'impact sociétal de l'accessibilité accrue à l'énergie. Donc d'abord, la première question, c'était de quelle manière les avancées dans la technologie des batteries pourraient transformer les économies en développement. Donc, en gros, les avancées dans la technologie des batteries, elles ont le potentiel de transformer les économies en développement de plusieurs façons significatives. Et quand on apporte des solutions énergétiques plus durables, abordables et accessibles, je vais vous démontrer un peu comment ces technologies pourraient influencer positivement le développement économique. Tout d'abord, il y a l'accès à l'énergie, puisque les innovations dans les batteries elles peuvent offrir un accès fiable et abordable à l'électricité dans les régions reculées ou hors réseau, ou dans les zones blanches, ou l'extinction des infrastructures traditionnelles, qui est souvent coûteuse ou impraticable, et des batteries efficaces et bon marché qui permettraient de stocker l'énergie produite par des sources renouvelables locales, comme le solaire ou l'éolien, et du coup, ça garantirait ainsi une alimentation en continu, Ensuite, on a l'amélioration de la productivité. Parce que l'accès accru en fait, à l'énergie peut considérablement améliorer la productivité dans les économies en développement. Et cela inclut donc la prolongation des heures de travail grâce à l'éclairage après le coucher du soleil, l'amélioration de l'accès aux communications et à l'information via des appareils mobiles, et le soutien des petites entreprises et industries locales en fournissant de l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Alors quand j'ai écrit cela inclut la prolongation des heures de travail, non, je me suis un peu mal exprimé, je dirais plutôt, ça permettrait, on va dire, à d'autres personnes, les personnes qui travaillent la nuit, de pouvoir avoir accès à de l'énergie et un éclairage
correcte. Ensuite, nous avons donc forcément le soutien à l'agriculture. Les batteries qui peuvent transformer l'agriculture, elles peuvent transformer l'agriculture en alimentant des systèmes d'irrigation, en conservant en fait les produits agricoles dans des installations de réfrigération et en soutenant les équipements agricoles motorisés. Du coup, cela peut augmenter les rendements agricoles et réduire les pertes de récolte et améliorer la sécurité alimentaire. Le quatrième point, c'est le développement de l'éducation et de la santé. Des batteries fiables et efficaces, elles soutiennent l'éducation en permettant l'éclairage des écoles et le fonctionnement des équipements éducatifs. En santé, elle assure le fonctionnement ininterrompu des équipements médicaux dans les hôpitaux et puis les cliniques, par exemple, et même en cas de coupure de courant, d'ailleurs, ce qui est crucial d'ailleurs pour le traitement des patients. Mais bon, ça c'est logique. Voilà. J'ai écrit ça comme ça parce que je me suis dit, c'est logique, mais il faut le dire. Le cinquième point, c'est la croissance des infrastructures et des services. Donc l'amélioration de la technologie des batteries elle favorise le développement des infrastructures, notamment les réseaux de transport électrique et les services de communication. Et du coup, cela renforce en fait les connexions internes et externes qui ouvrent des marchés et des opportunités pour le commerce et l'investissement. Sixième point, c'est la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles. Les batteries en fait qui permettent une plus grande intégration des énergies renouvelables, ça réduit donc ainsi la dépendance aux combustibles fossiles, coûteux et puis importés d'ailleurs, qui sont en charge, qui sont d'ailleurs une énorme charge économique pour de nombreux pays en développement. Et septième stratégie, on va dire, pour cette question-ci, c'est la durabilité et la résilience climatique. En permettant en fait une transition vers des énergies plus propres et renouvelables, eh bien, les avancées dans les technologies de batterie elles contribuent à la durabilité environnementale et à la résilience face au changement climatique, et des aspects cruciaux d'ailleurs pour le développement durable à long terme. Donc en résumé, les avancées dans la technologie des batteries elles pourraient être un catalyseur majeur pour le développement économique, social et environnemental dans les économies en développement. Donc ça fournirait des outils nécessaires pour surmonter les défis d'accès à l'énergie tout en favorisant une croissance inclusive et durable. Allez, prochaine question, qui est un peu plus piquante, on va dire, c'est quel rôle en fait les politiques publiques doivent-elles jouer pour promouvoir l'équité dans l'accès à l'énergie? C'est une question très intéressante et très complexe. Les politiques publiques en fait elles jouent un rôle crucial pour promouvoir l'équité dans l'accès à l'énergie. C'est essentiel pour le développement social et économique. Il y a quelques stratégies clés que les gouvernements peuvent adopter pour assurer une distribution plus équitable de l'énergie. Tout d'abord, on a les subventions et les soutiens financiers. Alors, les gouvernements, ils peuvent offrir des subventions ou des aides financières pour rendre les technologies énergétiques, notamment les énergies renouvelables et puis les systèmes de batterie, plus accessibles aux populations à faible revenu. Donc ça peut inclure des aides pour l'installation de panneaux solaires ou l'achat de batteries de stockage d'énergie. Alors ça existe déjà, mais on va dire c'est pas évident, c'est pas facile pour les obtenir ces aides. Deuxième point, ou du moins c'est pas évident pour toutes les catégories de gens. Deuxième point, c'est les cadres réglementaires. Donc, mettre en place des cadres réglementaires qui obligent les fournisseurs d'énergie à étendre leurs infrastructures à des zones en fait, qui sont sous-desservies ou même rurales pour assurer un accès plus large à l'électricité. Et les régulations elles peuvent également fixer les tarifs équitables pour prévenir la discrimination ou l'exclusion économique. Le troisième point, selon moi, qui est essentiel, c'est les programmes de tarification différenciés. Donc en fait, on va implémenter des politiques de tarification différenciées où les tarifs de l'énergie en fait seront ajustés selon le niveau de revenu. Et du coup, et même la localisation ou l'usage même, qui peut aider en fait à rendre l'énergie en fait plus abordable pour pour tous les segments de la société. Voilà, ça pourrait fonctionner aussi. Quatrième point, c'est le développement des infrastructures rurales. Donc investir spécifiquement dans le développement des infrastructures énergétiques dans des régions rurales ou éloignées peut combler le fossé d'accès entre les zones urbaines et rurales, souvent négligées d'ailleurs par les investissements privés. Ensuite, on y vient, le partenariat public-privé. Donc le cinquième point, c'est encourager les partenariats publics et privés pour le développement et la distribution de solutions énergétiques peut augmenter en fait l'efficacité des investissements et maximiser la couverture des services énergétiques. Sixième point, c'est l'éducation et la sensibilisation. Donc mener des programmes d'éducation et de sensibilisation pour informer les communautés des avantages de l'accès à l'énergie durable et de la manière d'utiliser efficacement et économiquement ces ressources. Septième stratégie, c'est la recherche et le développement. Donc soutenir la recherche et le développement dans des technologies énergétiques nouvelles, plus efficaces, pour aider en fait à réduire le coût à long terme. Et du coup, ça rendrait l'énergie accessible à un plus grand nombre de personnes.
Et le 8e et dernier point, c'est suivi et évaluation. Donc on va mettre en place des systèmes de suivi et d'évaluation pour mesurer l'efficacité des politiques et ajuster les stratégies en fonction des résultats et des retours sur le terrain. Du coup, cela aide à assurer que les politiques répondent efficacement aux besoins des populations défavorisées. Donc en prenant ces mesures, les politiques publiques elles peuvent non seulement promouvoir l'équité dans l'accès à l'énergie, mais également contribuer à des objectifs plus larges de développement durable et de réduction des inégalités. Quatrième point, donc l'avant-dernier, commençons par la question qui est la suivante. Quelles sont les prochaines grandes étapes pour la recherche en technologie des batteries ? Alors, la recherche en technologie des batteries, c'est un domaine dynamique et en constante évolution, centré sur l'optimisation des performances, la réduction des coûts et l'amélioration de la durabilité. Donc, il y a plusieurs principales étapes, on va dire, et orientations futures pour la recherche dans ce secteur. Et je vais vous en donner, j'en ai noté à peu près 9. Alors, d'abord, on va améliorer la densité énergétique. Donc, une des priorités majeures est d'augmenter cette densité énergétique des batteries, qui permettrait ainsi une plus grande capacité de stockage d'énergie dans des formats plus compacts. Et ça, c'est crucial pour les applications comme les véhicules électriques et les appareils mobiles. La deuxième étape, c'est la réduction du temps de charge. Donc, on va développer des technologies qui permettent des temps de charge ultra rapides sans compromettre la durée de vie de la batterie. Et c'est une autre étape qui est clé, bien sûr. Et cela implique l'exploitation de nouveaux matériaux d'électrodes et de configuration de cellules qui facilitent un transfert d'ions plus rapide. J'en parle plus précisément dans les épisodes précédents. C'est ce pourquoi on fait ce petit questionnaire. J'espère que vous avez bien retenu. Troisième étape, c'est l'utilisation de matériaux alternatifs. Donc la recherche, elle se concentre également sur le remplacement des matériaux qui sont rares, coûteux ou écologiquement problématiques, comme le cobalt, par des alternatives plus abondantes, et moins chères et plus écologiques aussi. Donc les matériaux à base de sodium et de silicium sont des exemples de directions prometteuses. Quatrième point, les batteries à état solide. Alors, pousser le développement des batteries à état solide vers une commercialisation à grande échelle, bien sûr, c'est une étape importante. Ces batteries, elles promettent une meilleure sécurité et des meilleures performances qui sont améliorées par rapport aux batteries lithium-ion classiques. Cinquième étape, c'est la durabilité et la recyclabilité. Améliorer donc cette durabilité des batteries et leur potentiel de recyclage, c'est essentiel pour minimiser leur impact environnemental. Et cela inclut donc le développement de méthodes de recyclage plus efficaces et l'optimisation des batteries pour le démontage et la récupération des matériaux. Sixième étape, c'est l'intégration des énergies renouvelables. Donc on va optimiser les batteries pour une meilleure intégration avec les systèmes d'énergie renouvelables, comme le solaire et l'éolien. Et c'est crucial pour une gestion efficace de l'énergie dans les réseaux électriques modernes. Septième étape, c'est la batterie flexible et imprimable. La recherche avance également dans le développement de batteries flexibles et imprimables qui permettent d'être intégrées dans des vêtements ou d'autres matériaux flexibles, et ça ouvre de nouvelles applications dans les technologies portables et l'électronique de consommation. Huitième étape, c'est les biobatteries et la nanotechnologie. Alors, quand on explore le potentiel des biobatteries et l'application de la nanotechnologie pour améliorer donc les performances et la sécurité des batteries, c'est des axes de recherche qui sont prometteurs et qui pourraient transformer radicalement la technologie des batteries d'aujourd'hui. Et neuvième et dernier point, c'est le système de gestion de batteries avancées, puisqu'il va falloir développer des systèmes de gestion de batteries plus avancés qui utilisent l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine pour optimiser la performance et la durée de vie des batteries. Et ça, c'est bien sûr une étape cruciale pour l'avenir. Donc, quand on prend toutes ces étapes en compte, ça représente forcément les principaux axes de recherche qui pourraient définir l'avenir de la technologie des batteries. Ça les rendrait plus sûres, plus efficaces, plus respectueuses de l'environnement. Maintenant, parlons de la deuxième question. Comment les institutions académiques et les industries peuvent-elles collaborer pour catalyser l'innovation ? Donc la collaboration entre les institutions académiques et les industries, elle est essentielle pour catalyser l'innovation en bridant donc le fossé entre la recherche fondamentale et son application pratique. Il y a quelques stratégies efficaces qu'on peut encourager pour optimiser donc ces fameuses collaborations. J'en ai retenu 8 pour vous. Alors, donc on a déjà d'abord le partenariat de recherche. Donc on va établir des partenariats formels de recherche entre universités et entreprises. Ça peut favoriser donc le partage de ressources, de connaissances et de compétences. Et ces partenariats, ils peuvent inclure des projets de recherche conjoints, des programmes de doctorat industriel ou des initiatives de recherche appliquée qui ciblent des problèmes spécifiques de l'industrie. Deuxième stratégie, c'est les programmes de transfert de technologie.
parce que les bureaux de transfert de technologie au sein des universités, en fait, ça joue un rôle crucial, hein, parce que ça facilite la commercialisation des innovations qui sont développées dans le cadre académique, et ça peut aider à breveter des découvertes, à négocier des licences avec des entreprises et à soutenir des startups basées sur des technologies universitaires. Troisième point, la troisième stratégie, c'est l'incubateur et accélérateur. La mise en place d'incubateurs et d'accélérateurs qui soutiennent les startups technologiques peut encourager les entrepreneurs universitaires en fait, ça peut encourager donc les entrepreneurs universitaires et fournir aussi les ressources nécessaires pour développer leurs idées jusqu'au marché, quoi. Et ces structures, elles offrent souvent des services comme le mentorat, le financement initial et l'accès à un réseau d'investisseurs. Quatrième point ou stratégie, c'est le financement mix. Donc quand on encourage les modèles de financement qui combinent des ressources publiques et privées, ça peut augmenter les investissements dans la recherche appliquée et les subventions gouvernementales qui exigent d'ailleurs un cofinancement privé pour les projets de recherche collaborative. C'est un exemple de comment les fonds publics peuvent être utilisés pour lever des investissements privés supplémentaires. Cinquième stratégie, c'est les stages et les échanges professionnels. On va faciliter les échanges de personnel entre le monde académique et l'industrie par le biais de stages pour les étudiants et de postes temporaires pour les chercheurs dans les entreprises. Et ça peut aider donc à transférer les connaissances et à exposer les participants aux défis et même aux opportunités du monde réel, quoi. Le sixième point ou stratégie, c'est les consortiums et réseaux de collaboration. En fait, il faudrait créer des consortiums ou des réseaux qui rassemblent en fait des universités, des entreprises, des ONG et même des agences gouvernementales. Et ça pourrait permettre en fait une approche plus intégrée pour aborder les grands défis sociétaux. Et ces réseaux, ils favorisent un partage ouvert des idées et des ressources. Et ça peut même conduire à des innovations plus diversifiées et impactantes. Septième stratégie, c'est les conférences et ateliers conjoints. Le but, c'est d'organiser des conférences, des séminaires et des ateliers conjoints entre académiques et industriels, et ça peut aider à partager les dernières recherches et discuter des applications pratiques. Vous voyez, ces événements, ils sont également des occasions précieuses pour le réseautage et la formation de nouvelles collaborations. Le huitième et dernier point, c'est la publication et le partage de données ouvertes, bien sûr. Quand on encourage la publication ouverte des résultats de recherche et le partage des données, ça peut forcément accélérer l'innovation en rendant les informations accessibles à un plus grand nombre d'acteurs potentiels, et y compris d'autres chercheurs et entrepreneurs. Donc vous voyez, quand on met en œuvre ces stratégies, si on les met en œuvre, les institutions académiques et industrielles, elles peuvent travailler ensemble de manière plus efficace pour catalyser l'innovation, transformer les découvertes en solutions concrètes et répondre aux besoins pressants de la société. Cinquième et dernier point, nous allons parler des scénarios futurs et des applications innovantes. Donc, la première question, c'était quelle application futuriste des technologies de batterie vous excite le plus? La question est un peu bizarre, mais j'ai voulu l'écrire comme ça. Je l'assume. Les technologies de batterie, en fait, elles continuent de progresser à un rythme rapide. Et ça ouvre la voie à de nombreuses applications futuristes passionnantes. Il y a quelques-unes des applications les plus prometteuses et stimulantes qui captivent l'imagination que je vais vous présenter. Tout d'abord, on a les véhicules électriques de nouvelle génération. Les avancées dans les batteries, elles pourraient permettre la création de véhicules électriques avec des autonomies comparables ou supérieures à celles des véhicules à essence, ainsi que des temps de charge ou de recharge extrêmement réduits. Imaginez par exemple des voitures ou des motos ou même des avions entièrement électriques, capables de parcourir de longues distances sans recharger. Ensuite, on a les réseaux énergétiques intelligents. Donc les batteries de haute capacité et à réponse rapide, elles pourraient révolutionner les réseaux énergétiques en permettant en fait un stockage d'énergie à grande échelle et en temps réel. Du coup, ça faciliterait l'intégration de sources d'énergie intermittentes comme le solaire et l'éolien, et cela rendrait les réseaux électriques plus stables, plus fiables et plus verts. Troisième point, c'est les villes intelligentes et domotiques. Les batteries, elles pourraient jouer un rôle clé dans les maisons et les villes intelligentes. Ça alimenterait tout en fait. Des capteurs à la gestion de l'énergie, en passant par l'éclairage et la sécurité, tout en étant intégrés de manière transparente et esthétique dans les environnements urbains et domestiques. Quatrième point, c'est l'implant médicaux et biotechnologie. Il y a des batteries de plus en plus petites qui seront plus sûres et plus efficaces, qui pourraient peut-être alimenter une nouvelle génération d'implants médicaux, tels que les stimulateurs cardiaques, les pompes à insuline, les dispositifs de neurostimulation, et ça offrirait une plus grande autonomie et de meilleures performances. Cinquième point, c'est la technologie portable et imprimable.
L'intégration en fait de batteries qui sont flexibles et imprimables dans les vêtements ou autres textiles, ça pourrait forcément ouvrir des perspectives incroyables pour la mode technologique et les dispositifs de surveillance, de la santé même, et même les communications mobiles intégrées. Ensuite, on a forcément l'exploration spatiale. Des batteries à haute efficacité et à longue durée de vie sont essentielles pour l'exploration spatiale, notamment pour alimenter les satellites, les sondes interplanétaires et les bases habitées sur d'autres planètes, pourquoi pas comme Mars. Septième point, c'est les batteries à fusion nucléaire et quantique. Alors, on a l'exploration de concepts futuristes, tels que les batteries qui exploitent les principes de la fusion nucléaire ou de la mécanique quantique. Et ça pourrait un jour fournir des sources d'énergie quasi illimitées ou des capacités de charge instantanées. Et le huitième et dernier point, c'est le stockage d'énergie environnementale. Donc, ça serait des batteries écologiques qui seraient capables de se dégrader naturellement ou d'être complètement recyclées après leur utilisation. Et ça minimiserait en fait l'impact environnemental et ça permettrait une utilisation plus durable des ressources. Vous voyez, donc ces applications futuristes que je vous ai montrées, les 8 là, elles sont pas seulement excitantes, voilà, mais pour leurs implications technologiques, mais ça a aussi quand même le potentiel à améliorer la qualité de vie, à protéger l'environnement et à ouvrir des nouvelles frontières dans la science et l'ingénierie. Tout est possible après. Dernière question, comment envisagez-vous l'intégration de ces technologies dans votre secteur d'activité ou de votre vie quotidienne ? L'intégration des technologies de batterie avancées elle peut transformer de nombreux secteurs d'activité ainsi que notre vie quotidienne de plusieurs manières significatives. Et il y a quelques voies, on va dire, de cette intégration qui se dérouleraient dans différents contextes, on va dire. Tout d'abord, le transport. Donc, dans le secteur des transports, les batteries de nouvelle génération, elles pourraient permettre aux véhicules électriques, donc les VE, de surpasser les véhicules à combustion en termes d'autonomie et de temps de recharge. Et personnellement, cela pourrait signifier l'adoption plus aisée d'un véhicule électrique pour mes déplacements quotidiens, et ça réduirait mon empreinte carbone et les coûts associés à l'essence. Ensuite, on a l'énergie domestique. À la maison, en fait, l'utilisation de batteries pour stocker l'énergie solaire produite par des panneaux photovoltaïques, je vais y arriver, ça pourrait rendre donc les ménages complètement autonomes en énergie ou significativement réduire la dépendance au réseau électrique. Et cela pourrait aussi offrir une sécurité énergétique accrue et réduire les factures d'électricité. Ensuite, on a la santé. Dans ce domaine, en fait, les batteries améliorées elles pourraient alimenter des dispositifs médicaux portables ou implantables, tels que des moniteurs de glucose ou des pacemakers, et ça augmenterait leur fiabilité et leur commodité pour les utilisateurs. D'ailleurs, voilà, ça pourrait aider beaucoup de gens. Enfin, franchement, ça pourrait être révolutionnaire. Ensuite, les technologies portables. Dans la vie quotidienne, les batteries flexibles et plus petites, elles pourraient être intégrées dans des vêtements intelligents ou des accessoires, et ça permettrait de porter des dispositifs de suivi de la condition physique ou de santé sans les contraintes des appareils traditionnels. Un peu comme les montres, mais en plus évolué, quoi. D'ailleurs, pour information, j'ai vu la dernière fois sur un site spécialisé qui vendait maintenant des t-shirts complets en fait ou des gilets complets, mais qui sont entièrement monitorés, quoi. On peut capter toutes les informations de votre corps à distance en fait. Peut-être que je ferai une vidéo dessus, on verra. Ensuite, on a l'espace de travail. Donc, au travail, en fait, les batteries avancées pourraient soutenir des systèmes de communication et des dispositifs électroniques qui nécessitent une alimentation plus durable et plus fiable, et ça faciliterait en fait des environnements de travail plus mobiles et flexibles. Ensuite, on a la gestion des urgences. Les technologies de batterie elles pourraient également jouer un rôle crucial dans la gestion des urgences, en fournissant des sources d'énergie fiables pour l'éclairage, la communication, les opérations de secours en cas de catastrophe naturelle, et ce qui pourrait directement affecter la sécurité et tout ce qui pourrait affecter directement la sécurité et l'efficacité des interventions en fait. Septième et dernier point, c'est les loisirs et divertissements. Pour les loisirs, des batteries plus performantes, elles pourraient alimenter tout, quoi. Des drones aux équipements de camping, en passant par des systèmes de divertissement portables, enrichissant les activités de plein air et les voyages. Et en résumé, l'intégration des technologies de batterie avancées dans divers secteurs d'activité et aspects de la vie quotidienne, ça promet non seulement d'améliorer l'efficacité et la commodité, mais aussi de contribuer même à un avenir plus durable. Et en tant qu'individu, cela pourrait significativement augmenter notre qualité de vie tout en réduisant notre impact environnemental. Voilà, donc je vous encourage réellement à tous les auditeurs et auditrices, tous ceux qui écoutent cette vidéo, de participer à cet article en fait. À la base, normalement, là c'était une question-réponse,
Mais je voulais pas faire un truc trop simple, je voulais faire un truc bien détaillé, comme un vrai podcast bien réfléchi, avec d'autres informations. Alors il y a quelques informations en plus qui n'y étaient pas, hein, qui n'étaient pas inscrites dans mes podcasts précédents, qui concernent les batteries du futur, mais voilà, vous avez vu que c'était quand même très conséquent, mais au moins vous avez pu voir voilà, si vous aviez un petit peu vu juste ou pas. Voilà. En tout cas, je vous ai donné tout un tas d'informations normalement qui pourraient quand même grandement vous guider. En tout cas, n'hésitez pas à contribuer donc à enrichir notre podcast, hein, ce podcast, dans les commentaires pour discuter ensemble. Si vous avez des questions, n'importe quelle question, n'hésitez pas par rapport aux batteries du futur, bien sûr, hein, ou tout ce qui concerne les batteries du futur. Pas d'autres sujets, bien sûr. Donc votre participation, elle est essentielle, hein, donc, pour approfondir en gros notre compréhension collective et envisager ensemble un avenir énergétique plus prometteur. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. La vidéo était très longue, mais il fallait le faire. C'était essentiel pour clôturer cette playlist sur les batteries du futur. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.